Derrière le mot, c'est ça, c'est la peur de perdre sa fille. C'est ce dixième de seconde, parce qu'on va réatterrir sur les roues, on n'était pas très vite, mais quand même suffisamment pour faire 3 tonneaux. C'est un environnement où c'est difficile d'être attaché, donc on ne l'était pas. Il y a une chose qui était attachée, c'était la glacière, pour éviter que dans les dunes, ma fille prenne la glacière sur la tête. Et pour te dire, la seule chose qui s'est retrouvée sous la voiture, j'ai la photo très claire, c'était la glacière. L'anecdote. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est avec Stéphane, donc salut Stéphane. Bonjour. Comment ça va ? Eh ben écoute, sous la grisaille parisienne, ça va bien. Tu dis sous la grisaille parisienne parce que tu n'es pas parisien ? Je dis ça exactement pour cette raison et qu'hier j'ai pris la douche. Ah, t'as pris... Oui, c'est vrai que on commence un petit point météo, mais c'est pour détendre, c'est pour détendre l'atmosphère. Stéphane, écoute, merci beaucoup d'être là. Stéphane, tu fais partie de ces gars qui m'envoient un mail pour me dire merci beaucoup pour ce que tu fais. Et tu sais, je commence vraiment à avoir l'habitude d'avoir la pudeur masculine qui globalement qu'on m'envoie, quoi, tu vois. Tu m'envoies un mail pour me dire merci beaucoup. Je crois que je réponds pas sur le moment et bon, en tout cas, je lis le mail mais je réponds pas. Tu m'envoies après un message sur LinkedIn pour me dire j'ai découvert ton truc, bravo pour tout ce que tu fais, etc. Et puis, je sais pas, on entame la conversation et puis tu commences à me raconter un peu et je te dis mais Stéphane, viens donc dans mon podcast, j'ai l'impression que t'as des trucs à me raconter. Et c'est marrant, t'as commencé vraiment à pas de tâton, quoi, tu vois. Alors le premier point en fait, c'est que j'ai vraiment été touché par le témoignage de ce papa qui devient veuf et papa en quelques jours et vraiment profondément touché, toi, vraiment au fond de l'âme, quoi. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça dans le cœur, j'ai envoyé ce mail qui était et après cool. En effet, t'as un peu tiré le fil. D'ailleurs, sur la deuxième fois où tu es revenu vers moi, je suis plutôt assez interactif dans les réponses. Et j'ai mis du temps à répondre. J'ai mis 1 semaine, je pense. Parce que je me suis dit, mais ça sert à quoi ? Qu'est-ce que je vais aller faire dans le joli canapé de J'ai rien à raconter, moi. La plupart des mecs, souvent, je te dis ça parce que souvent, j'ai des gars qui m'envoient des messages pour me raconter vraiment leur vie. Et je sens qu'ils ont besoin de raconter, mais ils viennent jamais me dire à la fin... En fait, si ça t'intéresse, tu peux venir. J'ai envie de venir dans ton canapé et j'ai envie de venir raconter l'histoire si tu veux. Donc, je trouve ça cool de dire aussi aux gens qui écoutent là. Bah, en fait, vous pouvez forcément votre histoire, elle a de l'intérêt. On va entendre la tienne. Je crois qu'elle en a. Ok, peut-être. Et en même temps, on remet ça à la juste place, c'est-à-dire que être témoin, alors évidemment, on évoquait en préambule autour d'un café agréable le fait que l'âge fait qu'on a une expérience différente, on a un recul peut-être différent. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette actualité de vie contemporaine, c'est de vraiment vivre, d'être témoin de certaines choses. Et ça rend pas une vérité, ça donne pas quelque chose aux autres personnes. Mais oui, je suis un père qui a 3 filles
Des grandes filles. Des grandes filles de 16, 18 et 21 ans. Et je pense que c'est la plus belle chose au monde. Le reste n'est que du théâtre. À ce point-là. Ah ouais, je le pense. Mais tu dis ça aujourd'hui. T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 51 ans. Ok, donc déjà merci beaucoup de venir parce que je sais que c'est pas forcément très simple pour les gars, on va dire d'une autre génération, de ma génération, parce que j'ai 45, tu vois, donc on n'est pas très loin, de venir témoigner et de venir s'ouvrir. C'est pas forcément un truc qu'on nous a appris nous en tant que mec dans notre génération. Oui, je suis assez d'accord avec toi et en même temps on peut le relier sur deux choses. C'est quelque part montrer que un garçon peut être dans sa sensibilité, voire être hypersensible, et dans sa possibilité de vivre, de capter des émotions un peu plus larges, que c'est peut-être pas réservé à certaines personnes sur cette planète, et que nous, en tant qu'hommes, on peut aussi vivre ça, même si on a peut-être, on vient de quelques millions d'années, donc on a ce côté guerrier, on sort de la grotte. Alors je vais pas faire un schéma, mais en même temps, on a bien cette dimension du masculin. Hier, j'ai échangé avec un professionnel qui arrive d'une visite chez les Maasai. Bon, bah, quand on prend, on voit les images, on voit les postures, les couleurs, le matériel qu'ils ont à un moment donné. Je ne sais pas le nom que ça a, mais autour de la ceinture, ils portent un morceau de bois avec une grosse boule, et c'est vraiment. C'est une massue, c'est ça? Ouais, ça ressemble à, en effet, quelque chose de ce type-là. Et ça a une fonction, c'est pas décoratif. Moi qui marche avec des peuples traditionnels sur cette planète, donc les Maasai, j'ai pas eu le plaisir de les rencontrer, mais ça m'intéresse de voir comment les gens peuvent vivre, comment ils peuvent nous inspirer justement. Et en fait, ça a une fonction, et qu'à un moment donné, il doit se mettre en sécurité, et mettre en sécurité sa tribu. Alors certes, je suis venu tranquillement par une ligne de métro où tout s'est bien passé et qu'on vit pas avec des lions tout autour de nous, mais n'empêche qu'on vient aussi de là et que c'est marqué un peu dans notre ADN. Donc voilà, enfin pour revenir dans l'instant et le propos, c'est de dire oui, on a notre sensibilité, et puis à un moment donné, quand on est papa, on vit des aventures intérieures qui peuvent être riches à découvrir. Mais en tant que mec, on est bien d'accord que c'est pas forcément un truc qu'on nous a appris à 45-50 balais. Enfin moi, mon père, et puis tu vois, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de mecs, où j'interviewe des mecs sur leur rapport à leur masculinité, et là j'avais une interview d'un gars qui est à peu près notre âge et qui disait, moi j'ai grandi avec les 3J, quoi, James Bond, Jean-Paul Belmondo, John Wayne, quoi, tu vois. On peut pas dire que ce soit les modèles les plus hypersensibles en termes de masculinité, quoi. Ouais, j'entends bien. Et dans mon cas, en tout cas dans mon histoire, moi j'ai en plus été, puisque mes parents sont séparés, j'avais une dizaine d'années, donc j'ai eu ma mère, et puis j'ai deux sœurs aînées avec une grande différence d'âge, donc j'avais un environnement plutôt féminin. Donc ça t'a un peu incité à aller vers là. Dans un premier temps, non, parce que justement, ça me faisait peur d'y aller, et finalement, derrière ce qu'on est en train de dire, c'est en fait d'ouvrir son cœur. Et c'est vrai que aujourd'hui, finalement, mais il suffit de voir et regarder revenir à des choses extrêmement simples. Lorsqu'on vient ici, on prend un métro, on va croiser des gens. C'est d'être dans la relation aux autres, dans le regard, dans la présence. Et ça, c'est quelque part, à un moment donné, quelque chose qui, je le vois aussi dans ma vie professionnelle, c'est quelque chose qui, par un moment, c'est un peu échappé, en fait. Et si je reviens dans mon cœur, je vais avoir un regard différent sur l'autre, dans ce qu'il est. Et là, on est en train de toucher quelque chose qui est dans l'ouverture. Alors, c'est un chemin, mais par contre, ce que j'observe moi, et c'est pas fini, mais que c'est riche de beaucoup de choses, en fait. Et t'as la sensation que la paternité t'a aidé à ouvrir ton cœur? Oui, puis un peu plus tard dans une bascule, parce que une première fille, une seconde, une troisième, encore une fois, chacune à sa place et j'ai vraiment de belles relations, en tout cas, avec mes filles. C'est quelque chose, je reçois beaucoup. Je pense que c'est une question de recevoir, de donner, dans l'accompagnement, dans le fait de passer du temps avec elles. Et en passant du temps, on tisse des liens, et c'est de les accueillir comme elles sont, tout en passant du temps. Donc tout ça, on apprend finalement. C'est un peu moi, quand j'ai créé par exemple ma boîte en 2005, j'avais pas le sentiment d'être entrepreneur, mais en fait quand je suis devenu papa, on sait pas ce que c'est. Et finalement, on apprend sur le tas, sur le terrain, et toute expérience va nous enrichir de quelque chose. Après là, où il y a eu une bascule sur l'accélération d'aller à la rencontre de soi, c'est clair que aujourd'hui, je suis un homme passionné par l'humain dans les états de conscience modifiés et le désert. Voilà mes deux thèmes qui me passionnent. Là, en octobre, j'ai fait un séjour dans le désert, c'était le 32e, donc j'y ai
une modeste expérience, mais j'y suis passé quelques fois. Avec 32 fois, ça commence à faire pas mal. Ce qui fait que je suis tellement passionné que j'emmène des gens maintenant. Ouais. Mais le point de bascule, en tout cas, dans cette vérité intérieure, c'est vrai qu'il y a eu un point de bascule dans le sens où ça a été de se consacrer pleinement à ce que je suis et aller à la rencontre de moi au plus profond de moi, mais pas pour le vivre à 20 ou 30% de ma vie. Et moi, j'ai été salarié tout simplement dans le monde de l'informatique, formation plutôt d'ingénieur à l'origine, et donc j'ai une vie de salarié dans l'informatique. En 2005, j'ai créé une société et j'ai une vie plutôt d'acteur, entrepreneur, et j'y passais du temps, la tête dans le guidon, etc., etc. Et puis en 2014, je vis un accident dans le désert, à quelques kilomètres de la frontière algérienne, puisqu'en fait on est très sud Maroc, et puis là, à un moment donné, au bout on était plutôt sur la fin de périple, on est 3 dans le véhicule. J'ai mon beau-père à ma droite, j'ai ma fille aînée à l'arrière. Elle a une dizaine d'années à ce moment-là, et puis on va faire 3 tonneaux. Donc c'est un événement qui est venu, en tout cas, toucher en moi quelque chose de fort pour me dire mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie à partir de maintenant et à 100%, et tout dans la vérité et l'authenticité. Et je vais être extrêmement clair et précis, c'est que c'est à un moment donné quand la situation arrive. Et j'ai retrouvé les dunes il y a vraiment quelques semaines, hein, donc ce lieu je l'honore, je le remercie pour tout ce qu'il m'a enseigné, mais c'est vrai que quand tu roules et qu'il se passe un événement que tu ne maîtrises évidemment pas, alors pour X raisons, j'en sais rien, peu importe, mais tu sais, c'est ce 10e de seconde où tu vas tourner la tête pour savoir si ta fille est dans la voiture, et ce 10e ou ce 100e de seconde, c'est là où ça se joue, où tu te dis elle est là ou pas? J'imagine. Voilà. On va en reparler plus longuement. Mais avant ça, on va revenir si tu veux bien chronologiquement au début. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de devenir père? Écoute, c'est aussi le chemin de la vie. Je connaissais mon épouse depuis quelques années. On a mis du temps à se marier, on a pris le temps en tout cas, et Clémence est née en 2001, donc moi j'avais 30 ans, donc paternité, des fois c'est plus jeune en fait, donc le temps a été... Mais t'avais envie, toi, de devenir père, t'avais un désir de paternité? Oui. Avant ça? Oui. Ok. Et en fait, j'ai toujours été assez proche du fait que mes 2 sœurs soient plus âgées, j'ai eu des neveux, donc j'en ai de chaque côté, et c'est vrai que le fait des enfants, des bébés, de les prendre dans les mains, ce côté-là d'être dans le kinesthésique aussi pour pouponner, c'est un côté qui je pense que je me suis intéressé et je me suis occupé de mes neveux et nièces, ouais. Okay. Les avoir gardés assez jeunes, même quand j'avais 12 ans, etc., pour des raisons, parce que les raisons de famille faisaient que je pouvais me retrouver chez ma sœur ou pas, et de pouvoir être avec les enfants. J'en avais pas la responsabilité, mais c'était pas quelque chose qui m'ennuyait. Si j'allais pas faire un match de foot avec mes potes dehors, je pouvais être avec mes neveux ou nièces, et c'est vrai que c'était un moment que je trouvais agréable. Donc j'avais je te ne l'explique pas, là tu me poses la question, je suis en train de me dire oui, ça se faisait absolument naturellement, et ce qui est drôle, c'est que lorsque Clémence est née, j'étais sur Paris parce que je travaillais au bout de la place du commerce, et je me souviens très bien que c'était un vrai questionnement à ce moment-là, de se dire parce que je partais le lundi, je revenais le vendredi, étant en province, et c'était, je voulais être là pour sa naissance, quoi, et c'était j'avais checké mes retours, et ça s'est passé de la meilleure des manières, parce que j'ai pu vivre son... Ah oui, t'as quand même réussi à revenir. Okay. Donc je croyais que t'avais raté le... Ah non, pas du tout, pas du tout. Pour les 3, le train, en plus, la clinique Saint-Louis était à 300 mètres de la gare d'Angers, donc Saint-Lô, donc vraiment à proximité. Et à chaque fois, en fait... j'ai pu vivre pleinement ce moment de la naissance, et franchement, après évidemment, c'est chacun ses projets de vie, on peut être père ou pas. Maintenant, avec le recul, ces instants de vie, de donner la vie, je veux dire, c'est les fruits de l'amour, quoi. C'est la vie, donc c'est merveilleux.
Comment t'as vécu, toi, le moment de la rencontre de ta première fille en particulier? Toi, le gars hypersensible qui a été habitué, qui a été élevé dans peut-être faut pas trop l'être parce que quand même on est des bonhommes, quoi. Ouais, et puis oui, puis moi je vivais en campagne, donc milieu c'est positif, mais rural avec voilà, c'était plutôt aller conduire le tracteur pour aller tirer les bottes de paille quand on allait les ramasser, etc. C'est sûr. Et lié à mon âge, j'avais pas la force de mettre les bottes de paille sur le plateau, mais non, c'était beaucoup de joie et beaucoup d'attention, et assez vite en fait, oui, j'ai été vigilant, et il y a de la notion d'attention en fait à mes filles, où voilà, dès qu'elles sont nées, je parle des trois, tu me parles de la première fois, mais pour moi les trois ça a été le même, je n'ai pas de dissociation en fait. Okay. Pour chacune, ça a été une attention de l'accueillir, de vraiment être au contact, et puis d'avoir moi, je suis assez sensible finalement à tous les sens, puisqu'en fait, un humain est fait de conscient et d'inconscient. Je parlais des états de conscience musique, ça me passionne. Donc, ça veut dire qu'on a des ressources et des capacités vraiment très importantes, et qu'on se limite par X raisons, peur, croyances limitantes, etc. Et qu'à un moment donné, l'enfant qui arrive, lui, il est neutre de tout ça, et que finalement, alors, je dis pas que j'ai bien fait, mais en tout cas, j'avais à cœur d'être attentif, d'être au contact kinesthésique de l'environnement, que tout se passe le mieux possible. Et même sur le premier bain, c'est moi qui l'ai donné, en fait. Ouais. Donc, très actif, on va dire. T'as vécu de la même façon les 3 arrivées de tes 3 filles? Vraiment. Vraiment? Ah ouais, ouais. Même avec l'expérience, avec la... Ok. Et je réponds avec à 100% parce que. Ou alors tu dis ça pour pas faire de différence entre elles. Absolument pas. Et d'une actualité très récente, puisque dimanche j'ai vu. Donc on va dire qu'aujourd'hui j'ai 3 sœurs. Okay. Et à un moment donné, on s'est retrouvés en famille et on a appris une naissance. Donc c'était le cadeau. Voilà, de ces débuts d'année, de savoir que une vie allait arriver au cours de cette année, et que les parents soient félicités en leur souhaitant le plus grand des bonheurs. Et en fait, une des personnes présentes dit ah ouais, et puis c'est particulier, c'est le premier. Et donc vraiment, je me vois encore à J-2 là lui redire ah ouais, ben moi j'ai pas vécu ça. Donc tu vois, on est ici sur ce canapé, mais 2 jours en arrière, en réunion autour d'un feu, je réponds la même chose. C'est la magie d'une vie qui arrive avec toute sa magie, quoi. Bien sûr, mais en fait, je te parlais juste à l'intérieur de moi, de toi, parce que tu vois, je me dis à chaque fois, forcément, tu vis pas les mêmes moments, des moments identiques à tes filles ont 2 ans d'écart, c'est ça à chaque fois ou quasiment, ouais. Oui, 2001, 2004, 2006. Tu vois, tu vis pas forcément la même chose avec l'expérience accumulée, etc. C'est pour ça que je te posais la question. Alors après, je pense que ça, en tout cas, moi, dans ma manière de vivre l'expérience de père, c'est après justement dans notre rôle de parents et plus particulièrement de père, de peut-être ajuster, faire des choses que je faisais peut-être moins bien, et de se dire tiens, je vais essayer de progresser, d'apprendre et de faire mieux. C'est quoi les trucs sur lesquels t'as la sensation d'avoir progressé? J'ai encore du chemin, mais la patience. Je suis un impatient, donc s'il y a un côté un peu gaz-goupille, donc c'est ce côté. Et avec les enfants, faut être patient. Ouais. Et c'est vraiment, c'était pas ma qualité. C'est un point qui a. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai gagné D'ailleurs, j'ai un seuil de tolérance pour mes filles qui sont plus importantes qu'avec d'autres personnes. Ouais. Mais j'allais dire, c'est quand même, la vie est quand même mal foutue, parce que j'ai l'impression que tu gagnes en patience en âge, alors qu'en fait, t'aurais besoin d'avoir plus de patience quand tes enfants sont plus petits en général, et donc toi, t'es plus jeune, tu vois. Est-ce que c'est pas le but de la vie, de cheminer pas à pas et de progresser? Ouais. Parce que tes enfants s'adaptent en fonction de toi. Exactement. Et c'est vrai que ces moments de naissance, les 3, je les ai bien. Et même, tu vois, un détail, mais Constance, quand elle est née, elle a eu... parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très en veille sur... et tant mieux, mais ça, c'est des bonnes raisons de vérifier que les enfants sont en pleine santé. En même temps, il faut aussi faire confiance à la vie, au vivant, et que parfois, on est... Peut-être, moi qui voyage dans d'autres pays, on voit qu'on a des échelles de repères qui sont peut-être des fois un peu différents, et qu'on n'est pas non plus... Alors bien évidemment qu'il faut faire ce qu'il faut, etc. Cependant, pour être
elle a eu un petit virus détecté. Et à un moment donné, on est dans la chambre avec Constance, et l'infirmière va ouvrir la porte et dire, je viens chercher votre fille parce qu'elle a tel truc et on va lui mettre un antibiotique. Et à aucun moment cette personne vient communiquer, elle dit, je viens chercher votre fille. Et là, t'imagines bien dans le regard que j'ai là, je dis, non, vous allez pas emmener ma fille. Et elle l'a pas emmenée. Alors vous le voyez pas, c'est très audio, c'est pas du tout radiophonique pour le coup, mais Stéphane était déter. On a eu beaucoup de détermination dans ce regard. Ouais, mais donc voilà, donc je vous prends cette minute-là parce que c'est une manière de dire comment, quand je dis que c'est quelque chose qui m'anime, en tout cas moi en tant que, tout en les laissant aujourd'hui, voilà, de protéger. Ouais, ça fait partie du job, quoi. Tu vois, moi je vais beaucoup au Maroc. Tu vois, quelque chose qui m'a surpris. Ma première rencontre à Maroc, c'était les couleurs. Ça, c'était le premier point. Un pays coloré. Et j'ai vraiment fait beaucoup de pistes. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est l'attention aux enfants. J'ai le souvenir à un moment donné où on est en pleine pampa, il y a des pierres et on voit une couleur dans les pierres qui ressort, et en fait c'est un enfant avec un pull rouge. Et on se dit mais il est tout seul au milieu des pierres, il n'y a rien, il est pas vieux, il a peut-être 2-3 ans. Et ça, je prends cette scène, mais j'en ai d'autres en tête. Et en fait ils ont on se dit ouais mais il les laisse là, non. Mais en fait il y a un regard collectif et l'enfant est vraiment, il y a les parents qui vont faire attention, mais il y a aussi le village, les autres adultes en fait, et on a ce côté où l'enfant c'est sacré quoi. Alors je pense que on peut trouver du sacré en France je dis pas tu comprends ce que je veux dire, mais il y a une dimension où on va vraiment veiller et faire attention avec une vigilance, même si c'est pas ses enfants. On a peut-être perdu un peu l'aspect il faut un village pour élever un enfant, il faut. Ouais, intéressant. Aujourd'hui, quoi, peut-être. En tout cas, revenu un peu plus sur de l'individualisme. Mais c'est là où on retrouve, en effet, quand on est dans une logique où il y a des fratries, on peut prendre soin de ses enfants, mais il y a ceux à côté, et c'est les copains de demain, c'est peut-être, et puis c'est des frères en fait, en fraternité, nous sommes. Comment t'as la sensation toi d'avoir grandi en tant que père en ayant 3 filles? C'est sans doute une question qu'on t'a déjà demandé 42 fois, et c'est une question qu'on m'a posée moi aussi parce que j'ai 2 filles. Tu regrettes pas d'avoir eu un garçon? La fameuse question, ouais, je la sentais venir celle-là. Bah oui. Oui, on me l'a posée évidemment à chaque à partir du moment où Clémence est née, après Ambre est née, et la question est arrivée de nombreuses fois, et Constance est arrivée. C'est pareil, vraiment très sincèrement, c'est d'accueillir la vie dans 100% de vivant, et l'enfant va bien. Fille ou garçon, je l'accueille dans cette. En fait, c'est un enfant qui arrive, mais c'est quand même fabuleux que ça part d'une cellule, ça se multiplie et ça arrive livré avec tout. Alors au départ, s'il n'y a pas justement des personnes, parce que un peu le lionceau dans la jungle, il va pouvoir dans la savane, pardon, ouais. il va être protégé, mais assez vite il va avoir ses capacités mais là au tout début, l'enfant, ses premiers jours, il est vraiment dépendant, il a besoin de cet accompagnement. Donc mais tout est en place, tout est là quoi. Donc je trouve que la merveille elle est là, c'est de voir la vie qui arrive et ça fait partie du cycle, parce que nous sommes que des passeurs sur cette jolie vie, tu vois. Mais toi qui es 20 ans plus tôt, tu me racontes que t'es impatient, etc. T'avais déjà ce point de vue-là? Parce que là, tu me parles d'aujourd'hui, j'imagine, alors Stéphane de 50 balais, quoi, tu vois. Mais 20 ans plus tôt, t'es aussi, toi, dans cet état d'esprit par rapport à tes enfants? Je rembobine 20 ans plus tôt, j'ai le désir d'être papa, tu vois. Là, je suis en train de, vraiment d'avoir des enfants. Et d'avoir des enfants. Et j'ai le focus garçon-fille, vraiment ne me parlait pas. Ok. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te posent cette question alors? Ça? Tu leur réponds? Je dis non, tout simplement en fait. Mais c'est vrai que les premières fois, c'est un peu, on se dit ok, mais quand elle est répétée 40, 50 fois, c'est un côté où ça devient agaçant. Et en fait, je suis peut-être différent, mais je la comprends pas la question. Je crois que de base, on se dit que
en tant qu'homme, on a sans doute peut-être plus d'atomes crochus avec un petit garçon ou une petite fille. Mais enfin, moi, c'est pareil. Hein, c'est pas un truc que je comprends tout à fait. Mais je comprends qu'en fait, on puisse se poser la question sociétalement de se dire, t'as peut-être possibilité de faire des activités en commun parce que les garçons vont plutôt être portés, je sais pas si t'aimes le sport, ils vont plutôt être portés vers le sport parce que la société va les amener aussi à faire plus de sport peut-être. Et voilà, c'était plutôt... Et je trouve que tu viens de poser le mot-clé, c'est la société. Oui. Donc on a quelque part déjà ça donne une croyance globale, en fait, quasiment sociétale. Le choix du roi, un garçon, une fille, c'est merveilleux, etc. Pour moi, ce qui est merveilleux, c'est d'avoir des enfants en bonne santé et que Dieu les protège chaque jour. Ok. T'es religieux ? Je crois, oui. Ok. Non, j'avais pas. Pourquoi tu dis je crois ? Parce que je crois. J'ai pas toujours cru. J'ai été en colère. Ah oui, tu crois. Tu crois en quelque chose. Tu crois en quelque chose. Ok. Je croyais que tu étais en train de me dire. Je crois que je suis religieux. Ah non, je crois. Ok. Et vis-à-vis de cette partie, mon expérience de vie fait que j'ai plutôt été en colère avec cette croyance et que j'ai eu un chemin pour revisiter ça, et parce que évidemment quand tu as des événements de vie quels qu'ils soient, on peut trouver ça vient toucher, soyons clairs, des blessures intérieures, et après coup avec le recul ça va être on va jouer avec l'injustice, la trahison, etc., ou d'autres choses, ou ce qui va jouer à l'intérieur. Mais moi, si à l'intérieur je reste en colère et connecté à quelque chose, est-ce que ça me nourrit dans mon apaisement ou dans ma vie d'être? Est-ce que je suis aligné avec ça dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps? Pas sûr, je crois pas. Donc aujourd'hui j'ai le recul pour dire c'est rigolo de voir que j'ai vraiment été en colère contre Dieu ou contre quelque chose de plus grand. Alors certains l'appellent Dieu, certains ça sera aura un nom, moi qui vais beaucoup auprès des musulmans, sera là, la nature, l'univers. En tout cas, une force supérieure, quoi. Ouais, quelque chose. Mais en fait, tu sais, tu reviens si on prend un angle religieux, en fait, on peut prendre Teilhard de Chardin qui parlait de la noosphère, d'accord. Si tu prends Jung dans un aspect psychologique, lui, il va parler chez un humain du conscient, de l'inconscient et d'un inconscient collectif. Jung, c'est la psychologie moderne avec beaucoup de regards et d'approches assez intéressantes, et il évoque bien cette dimension d'inconscient collectif. Donc peu importe en tout cas pour moi les mots, mais c'est une dimension où il va jouer quelque chose d'un peu différent qui donne un supplément d'âme. Ok, t'as été élevé toi dans une culture, dans une éducation religieuse? Pas forcément. Tu es venu plus tard? Pratiquante. Ok. Jeune en fait, comme je me suis retrouvé avec ma mère sur une période de vie, puisque les parents se séparent à 10 ans, mes sœurs sont parties et volent de leurs propres ailes. Donc c'est vrai que dans la mémoire très jeune, je me souviens pas. En tout cas, à partir de ce moment-là, j'étais dans une relation à la religion où 2 fois par an, c'était un temps de famille qui était vécu, c'était les rameaux et la Toussaint. Okay. Donc c'était l'occasion de revenir sur la tombe de mes grands-parents 2 fois par an, et on vivait une messe et puis un repas partagé après. Et moi, j'ai pas connu mes grands-parents, tu vois, maternels, ni l'un ni l'autre. Et du côté paternel, vu que la relation s'est coupée, le lien s'est coupé avec mes grands-parents aussi. Donc j'ai quelques souvenirs, mais un peu rares. Mais ça fait malgré tout, quoi que la vie ait pu offrir et quoi qu'on ait pu traverser. Je dis toujours qu'on n'est pas responsable de ce que la vie nous envoie. Par contre, on est responsable de ce qu'on en fait. Et à un moment donné, nos parents et nos grands-parents, en les laissant la juste place où ça doit être, c'est pas, encore une fois, ni bien ni mal, mais c'est nos racines. Il y a un truc que j'ai totalement laissé, que j'ai mis complètement de côté, et je me rends compte, c'est que tu viens de me dire que tes parents se sont séparés et que t'as pas eu de relation avec ton père. 20 ans d'absence de relation, oui. Ouais, de 10 à un peu plus même, de 10 à 30-35. Et donc tu vois, cette question en fait, elle renvoie aussi au fait que moi, devenant père, il y a quelque chose qui devait se bouger inconsciemment en moi, et que du coup, c'est à partir du moment où Clémence, puisque c'est l'aînée, dans ce sens, ta fille aînée, oui. Voilà, elle va en effet, je dirais, relancer quelque chose à l'intérieur en fait, ou renvoyer quelque chose. Ça va venir bouger quelque chose, et il va y avoir un instant de vie qui est très court, mais en fait, j'ai un beau-frère
qui avec toute son intelligence, parce qu'il a une intelligence fine, une capacité de capter puissante, mais dans un format différent. Donc ça le rend pas forcément toujours accueilli ou lisible dans la société, puisqu'il a une forme d'autisme. Ok. Mais je le redis avec force, c'est que... T'as le droit d'être ému, hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'émeut, là, à ce moment-là? En fait, ce qui me touche, c'est être humain, comme ce matin où je croise plein de monde. C'est d'arriver à voir la puissance de l'humanité dans toute personne. Et en fait, en ça, Loïc a été... Loïc, donc ton beau-frère, c'est ça? Et tu viens révéler ça, donc c'est chouette. C'est très beau. Et en fait, il y a eu une situation extrêmement simple, puisque ce jour-là, alors qu'il est plutôt... enfin voilà, il est pas dans... mais je le croise dans une cour, et il va me balayer comme une petite claque. Donc j'ai un geste vers moi, et il se passe rien. Il va te balayer comme une petite claque. Enfin, voilà, il va comme mettre une tape ou une claque, quoi, si tu veux. Donc là, c'est un geste, mais il est quasiment anodin, parce qu'il est pas, il y a un degré qui est pas fort, on va dire. Et pourquoi il fait ça à ce moment-là? Bah, parce qu'à ce moment-là, il est dans son délire, parce que c'est comme ça. À un moment donné, justement, c'est d'accueillir ses différences. Bien sûr. Quoi. Et puis, si tu veux, au même endroit, 10 minutes après, j'ai ma fille qui passe dans les bras de la nounou du moment, qui est ma nièce. Et au partir du moment où il est... Alors c'est rigolo qu'on parle de ça maintenant, mais bon, la vie est ainsi faite, allons au bout des choses. En fait, 10 minutes plus tard, là encore une fois, la même scène. Et puis Loïc repasse à côté de moi et me remet une petite claque. Et là, ma fille est témoin de ça. Et là, à l'intérieur de moi, c'est Hiroshima. Ça explose. Et nous sommes un vendredi. Donc, je rentre le soir avec ma fille. Et le samedi matin... au réveil, Clémence est couverte d'eczéma sur tout le corps. Donc voilà. Elle en avait jamais fait. Jamais fait. Elle a, un an et demi. Dans la temporalité, j'ai pas. Mais tu vois, elle doit marcher, mais elle est encore dans les bras de ma nièce à ce moment-là. Donc dans ces eaux-là. Et en fait, de revenir justement à la raison et d'aller voir un médecin pour identifier, accompagner, diagnostiquer. Et là, on tombe sur mon médecin traitant que moi je connais depuis de nombreuses années parce que j'ai fait du sport avec lui. Et il a l'intelligence de poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, c'est il s'est rien passé, et de la reposer une deuxième fois, puisqu'en fait c'est le propre du mental, hein, dans une relation consciente et inconsciente. Quand on pose la question, et bravo, t'as dû poser la bonne question qui m'a emmené dans vivre une émotion, et c'était beau, donc merci à toi. Plaisir. Mais il va reposer la question, le mental va du coup laisser passer la question, et l'inconscient va répondre. Et en fait, je vais, sur la deuxième question, lui dire ce qui s'est passé la veille. Et à partir de là, il va demander à ma femme et puis à Clémence de sortir. Et on est restés tous les deux. Quelques instants, ça n'a pas duré très 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 longtemps. Et là, il a mis le poing sur le doigt sur le poing. Et en fait, Loïc est venu révéler toute une partie de violence que moi, j'avais dû emmagasiner. Et quand on est hypersensible, on capte comme des éponges. Et ça n'avait pas été extériorisé, verbalisé, etc. Donc je suis sorti de ce rendez-vous. La première chose que j'ai faite, et ça c'est important en tant que père, là je vais être témoin parce que je me dis, chacun fait au mieux, hein, on est d'accord, mais je veux être témoin de cet instant où je sors, je m'assois à côté de Clémence sur le banc à la sortie du cabinet médical, et mon médecin m'a dit clairement, maintenant tu vas lui dire. Et là je lui ai dit en quelques phrases, très simplement, qu'est-ce que j'avais vécu quand j'ai vécu cette situation avec Loïc la veille. Je vais lui dire très très simplement, et la réalité en tout cas, j'en tire aucune conclusion, mais c'est que Clémence, son eczéma est parti, et qu'elle a aujourd'hui 21 ans, et que je suis monté avec elle lundi, c'est qu'elle n'a jamais refait d'eczéma. Donc le côté éponge, interaction, etc. Donc tu lui as dit quoi exactement à ta fille? En fait, je lui dis que j'avais été confronté à la violence, et qu'en fait, hier, la situation m'avait réveillé, m'avait apporté une réaction, et qu'elle n'avait pas à le porter, que voilà, moi j'ai identifié ça, je vais aller m'en occuper, et je suis un homme qui casse les chaînes, qui pose les casseroles. Ça c'est mon job de père.
Et à partir de là, en fait, voilà, ça a été le premier temps fort de poser cela. Et puis le deuxième temps, c'était de rechercher mon père. Et plus de 20 ans que je l'avais pas vu, et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé assez rapidement. Voilà, parce qu'après, méthodologie pour le trouver ou pas, mais j'étais pas en lien. Et du coup, ça a recréé des liens. Et aujourd'hui, alors, mon père est décédé il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je suis fier d'une chose. Parce qu'en fait, quoi qu'il ait pu vivre dans sa vie, cet homme, je le dis vraiment avec profondeur. Il y a des choses qui sont pas acceptables. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Tu vois là. Bien sûr. Et que en fait, quelqu'un qui va, finalement, tu vois, c'est dans notre échange, c'est assez relié à ce moment de naissance où l'enfant arrive. À un moment donné, si évidemment il y a quelque chose qui va, c'est systémique. S'il y a un événement qui arrive, eh bien, ça peut apporter un comportement inadapté, ça peut dérégler quelque chose. Et évidemment que dans l'histoire, j'ai pas les détails, je suis pas un explorateur, la spéologie m'intéresse pas trop. Comprendre, ok, après poser les choses, mais une fois que le dossier est propre et des dossiers classés, on passe à autre chose, next step, et on file tout droit. Et je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment cette dimension de comprendre que la personne a pu agir pour de bonnes raisons. Moi qui suis formé en PNL, on a toujours la capacité PNL, de programmation neurolinguistique. Exactement. Pour expliquer aux gens qui savent. Ouais, outil intéressant qui pour moi en fait quand on le reprend, parce que des fois c'est un peu galvaudé dans l'application. Dans l'application, ouais. Et en fait, pour moi, c'est un merveilleux outil de communication à l'autre et de communication à soi, aussi à soi, parce que mieux se connaître, c'est mieux communiquer avec les autres. Et du coup, c'est de comprendre que des choses ont pu se réaliser. Et au moins, ça, c'est posé. Et du coup, Clémence, ça a clarifié. Et du coup, aujourd'hui, la fierté, c'est que mes filles aient connu, puissent avoir connu, en fait, évidemment, ma mère qui est toujours proche, et puis qu'elles aient aussi connu leur grand-père. Et alors après, est-ce que c'était une volonté de ma part inconsciente parce que j'ai pas connu les miens ou avoir eu peu d'échanges, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est une richesse. Ça veut dire qu'elles ont eu 3 grands-pères en fait. Qu'est-ce que ça a réparé en toi de renouer le contact avec ton père ? Ça a été le pardon en fait. J'ai découvert le pardon. J'ai expérimenté le pardon. Parce que le jour où j'ai débarqué, j'ai fait toc toc, bonjour, et sa femme m'a ouvert. Physiquement, elle a dû associer que j'étais le fils, donc ça s'était assez vite. Bon, voilà. Alors, évidemment que, en tant que, à la fois, ça peut être apaisé à l'intérieur, et en même temps, c'est pas un tableau blanc qu'on efface, parce que le tableau, il y a bien, on sait les événements, voilà, sur ton magnifique balcon, il y a des fleurs, je les vois, elles sont là, elles sont bien présentes. Maintenant, je suis en amitié avec les fleurs, et que je sois allergique ou pas, si elles sont derrière la vitre, ça va. Je suis en confort, ok. Donc ça, c'est venu apaiser quelque chose. Et au moment où, puisque j'ai dû le chercher à pied techniquement, donc déjà j'ai dû identifier, par relation le village. Après j'ai posé la voiture et j'ai fait le village à pied, quoi. Et à un moment donné, boîte aux lettres, j'ai trouvé. Donc il m'a raccompagné, Jean-Paul. Et Jean-Paul, ton c'est père, pas Belmondo, Jean-Paul mon père. Et c'est rigolo parce que enfant, j'étais fan de Jean-Paul Belmondo. Et tu l'as cité sur la oui, bien sûr. Donc ça, c'est petit clin d'œil humoristique. Et donc au moment même où finalement Jean-Paul me propose de me raccompagner, puisque j'étais assez loin, il me raccompagne. Et dans la voiture, ça c'est un témoignage que je fais aussi. Encore une fois, c'est pas pour inciter les autres à le faire, parce que la liberté c'est l'essentiel. Bien sûr. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Puis en temps voulu. Et en temps voulu. Et à son rythme. Et à son rythme, tu as raison. Mais je suis passager. Il se gare près de mon véhicule on va se dire au revoir. Et je l'ai regardé et c'était pas mental, donc c'est venu du cœur. Donc ça rejoint aussi finalement ta proposition de dire ouvrir le cœur, d'aller à la rencontre de ce que nous sommes. Et là c'est venu du cœur, je dis je te pardonne, mais en faisant ça c'est je le pardonnais et je me pardonnais aussi. Et c'est là où j'ai vu la puissance, puisque il s'est effondré en larmes, donc c'est bien venu libérer quelque chose, alors que c'est un homme plutôt... C'est un bonhomme, quoi. Un homme. Exactement. Il s'appelait Jean-Paul, déjà. Ouais, il m'a peut-être transmis une partie de son regard. Et donc voilà, donc ce qui est merveilleux, c'est le pardon. Et tu vois, dans ma activité professionnelle, ça nous arrive d'avoir à parler parce que dans une entreprise, tu peux avoir une situation qui est vécue et on va rester accroché. Et à un moment donné, c'est aussi apaiser, c'est de dire, ok, on passe à autre chose. Mais c'est pas toujours si simple. Et soit on peut le
faire avec ses propres outils, avec sa propre méthode, soit avec une foi en quelque chose qui va nous faire visiter le pardon. Et j'aime bien, comme dit Christophe André, si, en tout cas, même si j'arrive pas à trouver l'outil, si l'autre ne mérite pas mon pardon, au moins que je pardonne pour être en paix. Et tu vois, c'est un côté, Christophe André, méditatif, en fait, mais que je sois apaisé à l'intérieur. T'as la sensation que ça t'a apporté ça, toi, le fait de lui dire je te pardonne? Il est hyper libératif. Ouais. Ok. Merci pour ce partage. Donc ça a libéré quelque chose et que du coup, ça a permis de vivre des temps. Alors après, tu vois, c'est aussi une conscience finalement de voir que ça a bougé des choses. Et puis il y en a d'autres où je pouvais pas être en action. Je me souviens que sur la fin de vie, je suis parti, quelques temps avant, mais sa maladie était déjà présente et on savait comment ça allait évoluer. Donc j'ai proposé d'aller faire une journée à la mer de pêche sur les rochers. Et j'y suis allé avec mon père et mon beau-père. Quel cadeau! On était entre hommes, puisqu'on est les darons, on va rajouter donc entre pairs. Ouais. Dans tous les sens du terme, PRE ou PRE. Et à un moment donné, on va revenir vers la plage, et on est sur les rochers, Jean-Paul va chuter, et voilà, les sauts. Donc j'ai ramassé le matériel, etc. Mais tu vois, alors que je suis comme je suis, et que ce que je suis comme humain, mes limites, mes qualités, mes défauts, ça j'en suis, 51 ans, on balaye aussi un peu tout ça, donc on a un peu un regard objectif. Mais je suis plutôt bienveillant avec des gens qui vont avoir une... Et là, en fait, j'étais dans l'incapacité d'aider physiquement mon père à le relever. Hein. T'as pas réussi. C'est-à-dire que le cerveau disait aide à relever et le corps suivait pas. Et l'exemple a été assez imprimé, mais c'est intéressant en même temps de le regarder, ça. Quoi, bien sûr. Parce que quand on revient sur la plage, là, il y a un couple, il y a une femme qui me regarde et qui m'accueille en disant, mais jeune homme, quand on vit ce genre de situation, on aide les gens. Reste bien à ta place, toi. Qui es-tu pour me dire des trucs? Alors, j'ai fait un peu d'arts martiaux. 20 ans en arrière, j'aurais mis un coup de sabre. Symbolique. Ouais, je comprends. Symbolique, mais en fait, je suis resté dans le silence. Ok. Vraiment. Beaucoup de colère en toi, quand même. Hein. Alors qu'il y a eu à libérer, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, parce que encore une fois, quand Encore une fois, quand tu es enfant, il y a des choses que, tu vois, j'ai des filles, et il y a des filles, moi je leur souhaite de vivre leur vie, mais il y a des choses qu'elles n'ont pas à être témoins ou à vivre. Donc à un moment donné, encore une fois, même si c'est dans un contexte particulier, si à un moment donné, un père n'est pas à la bonne place et qu'il va frapper son épouse, on n'est pas au bon endroit. Et donc, il y a des choses qui... Ton père était violent, c'est ça? Il l'était dans un certain contexte, quand il y avait une consommation d'alcool. Ok. Donc c'était pas une violence dans la vie quotidienne, normale, mais voilà, parce que je suis pas un spécialiste de violence, je me suis pas intéressé non plus à la sociologie sur ce sujet-là, mais en tout cas quand il y avait une consommation d'alcool, ça entraînait et donc moi petit, ça m'arrivait d'ouvrir la fenêtre de ma chambre et j'accueillais ma mère qui avait été mise dehors, quoi. Ouais. Forcément, il y a de la colère derrière tout ça. Alors aujourd'hui, je sais pas où elle en est, mais en tout cas, voilà, il y a un chemin et alors, tu vois, vis-à-vis de ça, là, dedans, il y a pas c'est posé, ça réagit pas. Tout à l'heure, tu vois, sur l'exemple de Loïc, je suis entier, donc, je suis authentique, c'est parti. Oui. Là, tu vois, ça, c'est des faits où, non, la colère, elle est vraiment posée. Et d'avoir, quand tu parles, ça a été libérateur, en fait, oui, je pense que c'est venu clarifier et apaiser des choses en moi, mais sur différents plans de conscience. C'est-à-dire que c'est pas juste le côté analytique qu'on peut avoir et qui est intéressant. Au cours de ma vie, j'ai fait 2 fois 10 séances de psy, et ça donne des éclairages, une compréhension, une partie analyse. Et puis après, il y a une partie émotionnelle qu'il faut aussi libérer, et que le chemin de la vie nous permet de libérer jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on peut aller le travailler après avec des supports différents, sophro, hypnose, EMDR, et j'ai fait ce chemin-là de thérapie pour libérer ça. Donc je l'ai vraiment travaillé sur différents plans de conscience, mental, corporel, émotionnel, donc corps, parce que dans le corps il y a la mémoire, et qu'à un moment donné physiologiquement ça a été jusqu'à un petit dérèglement intérieur sur lequel je me suis fait opérer, et que c'était réglé. Donc la réaction elle est globale, c'est-à-dire que l'illusion, et là aussi je peux juste être témoin en tout cas, un simple témoin sans aucune conclusion, c'est que l'illusion serait de croire qu'un événement va nous donner
voilà, juste cette temporalité, un instant T. Non, il y a un engrammage qui se fait sur tout l'être que je suis et sur tous mes plans de conscience. Ok. Et si moi je chemine pour clarifier et m'aligner, que chaque plan de conscience soit libéré de quelque chose mentalement, corporellement, émotionnellement, et peut-être sur un plan vibratoire ou spirituel, selon le terme que l'on veut utiliser, eh bien je pense que je grandis chaque jour et que du coup je deviens plus inspirant dans la transmission auprès de mes enfants. C'est les fameuses casseroles et les trucs qu'on laisse. Oui, c'est ça, quand tu disais que tu laisses ces casseroles, c'est une vraie volonté de ta part. Ouais, casser la chaîne. Qui arrive à quel âge? Quand j'ai travaillé en EMDR, là, il y a eu un vrai travail là-dessus. Alors le MDR, pour redire aux gens qui l'ont pas, mais alors en français, c'est les mouvements oculaires. Ouais, c'est ça. C'est des séances de psy avec des psys qui sont psy ou thérapeutes qui sont formés et qui font altérer la conscience grâce à des mouvements oculaires. Et on va désactiver un traumatisme par le mouvement oculaire avec un cheminement cerveau gauche, cerveau droit. Les yeux vont suivre et ça peut marcher d'une manière très très simple. Sur une route du soie à Vietnam que j'organisais, à un moment donné, il y a une femme qui a vécu une expérience avec une grosse araignée. Un peu sauvage, et en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut avoir la peur, mais la peur va se transformer en angoisse, et voilà, et là on va toucher la phobie, et dans l'instant même, ne serait-ce que de réaliser 1 minute de mouvement oculaire, ça a permis de poser les choses et de passer sur un curseur de 0 à 10, 10 plus à un truc qui est à 2, et ça devient supportable. Donc petite technique intéressante qui permet de régler des choses. Parlons de cet accident, donc, j'imagine qu'il a été un moment important dans ta vie de père, dont tu parlais tout à l'heure. C'est la peur. Derrière le mot, c'est ça, c'est la peur de perdre sa fille. C'est ce 10e de seconde, parce qu'on va réatterrir sur les roues, on n'était pas très vite, mais quand même suffisamment pour faire 3 tonneaux. C'est un environnement où c'est difficile d'être attaché, donc on ne l'était pas. Il y a une chose qui était attachée, c'était la glacière, pour éviter que dans les dunes, ma fille prenne la glacière sur la tête. Et pour te dire, la seule chose qui s'est retrouvée sous la voiture, j'ai la photo très claire, c'était la glacière. L'anecdote. Waouh. Et ça, je vais le voir quand le véhicule a été immobilisé, donc il y a ce 10e de seconde où est ma fille, est-ce qu'elle a envie, parce que je vois, il y a un côté, il y a mon beau-père, il y a moi, mais on a déjà fait un chemin de vie finalement, hein. Et ça, ce 10e de seconde, tu vois, j'ai plutôt bien bossé. Émotionnellement, c'est clair, c'est clarifié. Ça va, c'est un événement que j'ai libéré, qui est pacifié. Et ça a été un déclencheur intéressant parce que du coup après c'est sur le retour. Alors bon, pour la petite histoire, il y a quand même eu mon beau-père qui a une fracture ouverte à la main, un problème au cervical. Moi j'avais le pied pété, donc heureusement j'ai eu ma dose de dopamine, ocytonine, sérotonine, puisqu'en fait ça te permet avec un pied pété de sortir, de marcher, et de rien sentir, jusqu'au moment où finalement les coéquipiers avec les autres véhicules nous ont retrouvés, ils sont revenus. Et là tout s'arrête puisque du coup on n'a plus besoin de... Il y a l'extérieur qui peut gérer, il y a d'autres personnes, donc tout tombe. Et moi, je me suis allongé par terre à ce moment-là, et c'est là où j'ai vu la glacière sous la voiture, et c'est là où j'ai émotionnellement tout lâché. C'est-à-dire que là, je me suis dit, ça aurait pu être quelqu'un, ou ta fille. Oui, voilà, dans les trois, tu vois. Et c'est vrai que ce qui m'a touché le plus fort, c'est... j'aime la vie, et je suis plus... mais encore une fois, concevoir la vie sans, je le mets avec mes mots, je parle à d'autres pères je suis conscient aussi que il faut mettre de la douceur dans ce que je vais dire, mais parce que on entend un témoignage qui m'a touché, on était sur le sujet où il y a eu des choses difficiles de vécu et différemment, mais en tout cas compliqué d'imaginer la vie sans elle, quoi. Oui. Enfin, je ne sais pas. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Moi, donc, dans cet instant-là, cette peur-là, c'est la peur. Okay. Après, le bénéfice de cet enseignement, c'est que, moi, on va être rapatrié, rentrer, je vais
être 3 mois à l'arrêt avant de repartir à mon travail et sur mon entreprise informatique. Et en septembre, l'accident c'est le 8 mai 2014, et en reprenant la route du Lyon-Angers, où mon entreprise était basée, sur la 4 voies, je sais que c'est fini. C'est-à-dire que je vais vendre ces boîtes et que ça a plus de sens et que je veux me consacrer à quelque chose qui devient quelque chose qui m'anime de l'intérieur dans le sens anima du terme et qui va m'être important de vivre à 100% et pas forcément je pense qu'on avait une vision humaine ou humaniste de l'entreprise et dans les relations avec nos clients, mais c'était d'aller plus loin et d'aller sur une transmission différente. Et du coup je me suis inspiré du désert, des peuples que j'ai pu rencontrer pour aller sur un management plus humaniste. Donc cet accident a été déclencheur de jolies choses. Et en termes de parentalité, de paternité, pour toi, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à tes enfants ? De vivre pleinement, ça peut paraître bateau, mais c'est à un moment donné, je crois que c'est en CNV, on parle de communication non violente, on parle de qualité de présence. Donc je pense qu'à un moment donné, ce qui dans la relation en tant que père avec mes filles, c'est, même si ça peut être moins, mais c'est de la qualité de présence, c'est de la vraie présence, c'est d'avoir envie de vivre quelque chose. Le samedi matin, tu vois, j'accompagne ma fille qui est la plus jeune, évidemment, n'a pas encore son permis. J'accompagne à son centre équestre. Pour moi, c'est un temps privilégié. Je le fais depuis des années, mais je suis avec elle et je l'accompagne. Alors des fois, je peux la regarder, des fois, je peux avoir un travail à faire et je vais sortir et faire le boulot, ou je vais aussi prendre du temps pour moi. Donc c'est pas exclusif, mais à un moment donné, si soit je suis là et je suis en qualité de présence avec elle, et si j'ai autre chose à faire, je vais aller marcher sur les bords de Loire. Mais c'est ça en tant que père, c'est de se dire les temps sont précieux et parfois on va pas se cacher les choses. C'est qu'à un moment donné, on a tous des choses à faire, on a tous des trucs à gérer, et que il y en a qui vont certaines fois des choses qui vont nous faire réagir, etc. On va peut-être être moins disponible ou plus agacé, enfin, etc., etc. Enfin, la vie, quoi. Hein. La vie et la vie de père, quand il y a les trois qui vont nous demander un coup de main en anglais, l'autre en sciences, et puis il faut l'emmener là-bas parce qu'il n'y a pas les permis, etc. Donc c'est une machine qui s'arrête pas. C'est-à-dire que en octobre, j'ai eu la chance au Maroc d'échanger avec un prêtre, et c'était assez intéressant. On parlait de vivre les choses au quotidien d'une manière présente, apaisée, etc. Mais c'est ce que je lui disais, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que si on est Bouddha au haut d'une montagne, qu'on se pose en méditation, bon, ça va. Mais après, si on a le repas à gérer le soir, etc., enfin, ce quotidien, c'est dur. C'est dur c'est de l'énergie, de rester présent. Ouais. Donc en tout cas, ça m'a porté une intention pour les accompagner, en tout cas, dans leur chemin de futures femmes et femmes, parce que c'est des jeunes femmes, et de les laisser s'envoler vers ce qu'elles ont à faire, mais fort de ressources, quoi, avec des appuis. Merci pour ça. Comment s'est passée l'adolescence ? Parce que t'en as une donc qui a 16 ans, c'est ça ? Alors 16, 18, 21. Ouais. Donc il y en a une qui est encore... Alors, plus ou moins tu dedans, vas encore quoi. Me dire, mais est-ce que c'est rien à signaler? RS. Non, vraiment? Sérieux? RS. Sur la tête de... Que se passe-t-il? Ok. RS. Ok. Même ta fille, après tu avoir... peux les appeler. Ah non, mais non, mais je plais... Même ta fille, tu vois, après avoir vécu cet accident, elle avait 10 ans... ouais, 12 ans, peut-être à l'époque, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as pas vu un changement chez elle Alors déjà, il y a une forme subtile d'intelligence de savoir ce qui est juste. Je vais te dire quelque chose. Au moment où je véhicule, je m'assure que tout le monde est en vie, ok, d'accord. Et après, je suis sur mon blanc, je tape sur mon blanc, mais je dis, excuse-moi du terme, mais quelconque, quoi. C'est ce que je dis, haut et fort. Et là, ma fille Clémence va dire. Mais tu y es pour rien, papa. Je cite. Donc c'est-à-dire que dans cette seconde-là, cloc,
elle vient balayer la culpabilité. À aucun moment, tu vois, c'est toc. Donc après, Ok. Alors, faut comprendre que Clémence, elle a vécu 7 fois le désert. Oui. Et qu'elle elle aspire qu'à une seule chose, c'est d'y retourner. Bon, les autres ont vécu, Constance, 1 fois le désert, mais elle était petite, donc elle a soif d'y aller. Là, en octobre, elle voulait que j'emmène. Et puis Ambre en a vécu 2, puisqu'en fait, elle était venue dans le format familial initial. Et puis une autre fois, dans mon activité pro, je faisais une route du soie pour aller monter au Toubkal à 4000. Et Ambre, elle, est très sportive et animée par la compétition. Voilà, c'est sa particularité dans toutes ses qualités. Et du coup, je lui avais proposé de se joindre au groupe. Elle est venue, donc elle a vécu 2 Maroc. Ambre, c'est ta Benjamin, c'est ça? C'est la seconde. C'est la seconde, d'accord. Clémence, Ambre et Constance. Ok. Ouais. Donc, ouais, RS. Ok. Alors, oui, je vois bien que. Ah non, mais hier midi, je déjeunais avec quelqu'un qui me disait, et on entend parfois. Alors, écoute, Écoute, c'est parce que j'aime bien quand j'ai des darons un peu plus vieux, tu vois, essayer aussi de pouvoir transmettre aussi, tu vois, des choses, parce que souvent j'ai des pères un peu plus jeunes, tu vois, dans ce podcast, et je sais que ces pères un peu plus jeunes vont devenir des pères un peu plus vieux, et que tôt ou tard l'adolescence va venir, et que c'est pas forcément un moment très simple, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'en profitais de t'avoir sous le micro. Alors, en tout cas, peut-être des pistes de réflexion qui, encore une fois, sont très délicates, puisqu'on est unique et nos enfants sont uniques. Donc, la question comment on fait, moi j'en sais rien. Je ne demande que ton vécu, hein, tu sais. J'en sais rien. Ouais, non, mais c'est important, parce que je crois en quelques repères, en tout cas. Déjà, le repère de base, c'est l'amour et un cadre. Beaucoup d'amour, et aussi un cadre. Alors le cadre, on le pose où on veut, mais c'est comme dans toute relation, comme là, dans l'alliance qu'on vit maintenant, on a posé en 2 minutes un cadre. Ok, on a posé le cadre. Et j'observe, parce que tu vois, j'interviens bénévolement des fois dans des collèges, dans des lycées, j'ai fait des interventions de conférences pour partager sur les états de conscience. Donc je suis au contact de jeunes. Je fais parfois des immersions, comme j'ai fait en juin à la Cotellerie en Mayenne, pour accompagner des jeunes qui étaient en démarche de confirmation. Sur l'aspect religieux, là. Ouais, là c'était dans l'aspect religieux, parce qu'il fallait tout simplement quelqu'un pour surveiller les enfants la nuit, donc il fallait trouver un garçon, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne, les gars avec les gars, les filles avec les filles. Donc du coup, c'est d'avoir cette notion de cadre. Je pense que le cadre, il est important. Amour et cadre. Et derrière ça, 2 éléments peut-être sur lesquels je crois assez, c'est que donc 3 filles, il y a vraiment une jolie relation entre elles. Elles sont différentes, elles établissent des liens différents 2 à 2, 3 quand elles sont à 3, mais c'est d'être vraiment en soutien des qualités de chacune et de ce qu'elle est. C'est tu es dans ce que tu es, et c'est pas de comparaison, absolument pas de comparaison, qui est un truc complètement dingue, ça. Donc c'est d'accueillir et d'accompagner là où il y a une appétence pour quelque chose. Et peut-être que certains vont donner, parce qu'en fait, quand on voit qu'il y a des fois des situations où ça peut déraper, il y a aussi ou des injonctions parentales, encore une fois je suis observateur, ou des projections. Donc si on ramène juste dans l'enfant, qu'est-ce que tu veux vivre, et qu'est-ce qui t'anime, et que tu le laisses dans ce qu'il est, et que tu l'accueilles dans ça, mais vraiment, je pense que c'est un point, un levier aidant. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut accorder du temps, accompagner, être avec, et c'est la différence. C'est-à-dire que là, ce que moi j'observe, là, voilà, tu dis le chemin de père et des plus jeunes, etc. Moi, ce qui m'interpelle, et je vais le dire avec encore une fois beaucoup de recul, mais beaucoup de conviction pour avoir des enfants qui ont vécu l'école, des activités sportives, associatives, etc. C'est des parents qui jettent leurs enfants à l'activité et cloc, c'est du drive.
Donc à un moment donné, je prends un exemple concret, mais quand on va au judo et que on descend de la voiture, qu'on va voir le prof de judo et qu'on lui dit bonjour, ça va, bon, ok, je dépose. Il n'y a rien de particulier, ok. Tu vois, ça peut paraître des détails, mais c'est dans ces détails-là le subtil. C'est ça, c'est cette qualité de présence. Ok, et tu reviens. Et ça veut dire que tout ce qui va se passer dans cette séance-là, bah, tu peux avoir du feedback parce que tu es au contact et t'accompagnes. Donc là, j'ai pris un exemple concret pour le matérialiser. Mais je pense que c'est du temps accordé à. Et peut-être qu'il faut en accorder moins, mais avec une qualité de présence. Et ça, c'est à mon avis 2 leviers qui sont vraiment aidantes. Alors, voilà la formule peut-être ce que je ressors de mon expérience. Peut-être la sensation d'avoir fait ça et de pas... En tout cas très attentif. Alors peut-être à l'extrême trop pour... Oui, tes filles, elles t'ont pas dit à un moment donné papa, calme-toi, éloigne-toi, t'es trop présent, quoi. Alors j'ai pas eu ça parce que depuis le départ, moi je suis dans une relation de confiance avec mes filles. Okay. Mais une confiance à elles. Donc c'est-à-dire que je suis jamais rentré dans leur chambre ou aller chercher des choses dans leur univers. Jamais. Je leur ai toujours dit si vous avez un problème, bah, vous venez m'en parler, bah, parce que voilà, il y a la vie. Après on rentre la petite enfance, puis le collège, puis le lycée. Et puis je crois qu'il faut être attentif à tu vois, une fois, moi, j'ai un souvenir, c'était pas avec mon père, mais c'était le compagnon de ma mère. J'étais assez jeune, j'avais crevé avec mon vélo, et Roland me dit, va chez le réparateur, là-bas, au bout du village. Et j'y vais, et puis je me fais jeter, quoi. Je suis revenu, et dans ma sensibilité, toi. Et ce jour-là, en fait, ça fait partie des grands hommes pour moi, parce que ce jour-là, il a pris sa voiture, le vélo, on est venu, on arrive. Mais tu l'accueilles comme ça? Non, on fait pas comme ça, je t'explique. Donc, tu vois, il a posé quelque chose. Il t'a protégé aussi, quelque part. Est-ce que j'avais... Ouais. Ok. Non, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. En tout cas, c'était de... c'est bien sûr qu'à différents âges, on peut pas faire les mêmes choses. Là, je suis complètement... Mais c'est de leur faire confiance dans leur capacité à... Et qu'à un moment donné, on les considère. Moi, j'ai jamais considéré mes filles comme un enfant. En fait, c'est un être humain avec le niveau de compétence ou parce qu'à un moment donné, quand ça marche pas, on n'a pas encore la compétence de la marche. Oui. Donc il faut le laisser s'acquérir. Mais à un moment donné, c'est de leur faire confiance et de les soutenir dans leur capacité à et de leur faire confiance. De la même manière, en vieillissant un peu, la dernière, là, tu vois, 16 ans, dans la nuit, vous pouvez m'appeler, vous partez, il va se passer quelque chose, machin. Si vous avez un problème, vous m'appelez, je poserai pas une question. Je rentre jamais dans leur intimité. Donc là, de ce côté-là, j'ai un grand respect je suis pas dans leur, je suis disponible à l'écoute. Et là, c'est comme s'il y avait un mécanisme où quand elles ont besoin, elles viennent vers moi. Et là, par contre, oui, ça fait partie de mes priorités. Je peux travailler un dossier client, si ma fille me demande un truc, terminé. Et ça a toujours été comme ça. Toi, même du style, quand il y avait une réunion à l'école primaire, je pouvais quitter ma boîte et aller faire la réunion avec, et j'ai été assez présent. Donc il y a un côté présence, alors peut-être excessif pour X raisons là-dessus, je pourrais regarder, et en même temps de vraiment leur laisser leur espace et de les reconnaître dans ce qu'elles sont. T'as l'impression que ça fait 2 fois que tu dis que t'as eu une présence excessive. T'as l'impression que Non, c'est toi qui m'amène là-dessus, mais okay. C'est une question. En tout cas, je suis un père attentif, ouais. Et ouais, protecteur. Faut pas venir les chatouiller. On a bien compris. Vous l'avez pas vu son regard tout à l'heure quand l'infirmière elle est venue pour récupérer la môme. Tu repars. Donc voilà. Mais en même temps, tu vois, en étant observateur de notre échange, c'est de se dire, voilà, on est fait de notre chemin de vie jusqu'à aujourd'hui, on a fait au mieux avec ce qu'on avait. Mais je crois qu'en tout cas, sur ces périodes d'adolescence qui peuvent être des périodes un peu fluctuantes, encore une fois, de l'amour, du cadre, de l'écoute, de l'accueil dans ce qu'elles sont, et de la présence, de la présence. Ça me renvoie un peu à, je sais pas si t'as écouté cet épisode, j'imagine pas, mais un épisode qui est sorti il y a 1 an même, je crois maintenant, avec André Stern, qui, lui, tout son truc, c'est je t'aime parce que tu es comme tu es. Et donc, j'invite les gens à aller écouter cet épisode, d'aller chercher dans le flux de podcast. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que moi, ça m'avait mis une grande claque de l'entendre dire, en fait, c'est juste un être humain et il faut le respecter comme il est, quoi, tu vois. En tout cas, le mieux possible par rapport à d'où on vient, quoi. Oui. Je trouve ça chouette de t'entendre réagir là-dessus.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler par rapport à la paternité? Pas forcément. Tu me parlais tout à l'heure de ta deuxième qui est très compétitive, c'est ça, par rapport aux deux autres qui est dans la compète? Clémence l'aînée est pas dans elle suit des études dans la parfumerie, donc elle est plutôt sur les sens. Elle est dans l'animation de groupe auprès de jeunes, puisqu'elle est investie dans les scouts de France, en fait. Donc, très liée à la nature. Donc, du coup, ça a donné cet élan-là. Là, c'est un point commun qu'elles ont. C'est certainement le seul, d'ailleurs. Enfin, seul en termes d'activité. Oui, parce oui. que ça aussi, tu vois, c'est peut-être ne pas comparer, ou c'est de proposer des activités où ça va résonner, de pas faire comme, ou de pas faire à l'image d'eux. Donc, l'activité scout moi, j'ai pas été scout. Donc, je peux pas en parler avec vraiment beaucoup de distance, mais aussi là-dessus, je prends un instant pour être témoin. C'est une super école de vie. Super école de vie qui t'amène à vivre dans la nature. Et honnêtement, aujourd'hui, on a aujourd'hui dans ce que l'être humain vit dans nos sociétés, en tout cas, parce que la planète avec ses 8 milliards ne vit pas comme cela. Tout le monde, quand on bouge un peu et qu'on va ailleurs, on voit que c'est différent. Mais pour moi, il y a un vide de déconnexion à la nature et un vide de déconnexion à une forme de spiritualité. Donc du coup, le scoutisme en ça, c'est de les ramener à vivre des temps dans la nature, en groupe, et de faire du collectif tout en ayant leur individualité. Donc Clémence, elle est très animée sur ça. Elle est chef, elle encadre des jeunes. Et sa pratique, elle est plutôt... les pratiques sportives seront dans le cadre du scoutisme. Ambre, elle, pratique scoutisme aussi. Elle devrait partir à Madagascar pour une aide humanitaire l'été prochain. L'été dernier, elle était à Calais. Elle a passé 3 semaines auprès des 2 ou 3 semaines auprès des migrants pour leur amener un peu de réconfort, café, machin, etc. Avec le secours catholique. Donc ça donne des enfants aussi ouverts à la vie et dans des démarches qui sont quand même un peu différentes. Et elle, sur la partie sportive, elle est animée par la compétition. Donc voilà, elle a son chemin. Elle a fait 6 fois les championnats de France sans accéder au podium, mais n'empêche qu'elle a elle est animée par en ça. judo, donc c'est ça tu disais tout à l'heure. Ok. 18 ans et cette année elle prépare sa ceinture noire. Et là, faut pas l'emmerder là, Ambre. Alors de plaque au sol. Ouais, on a fait une petite répétition là à Noël en termes d'entraînement sur un tatami. Si je suis au sol et bon, j'ai un peu un gabarit, je suis pas si léger que ça. Bah ça y est, je lâche l'affaire là, parce que elle prend le dessus. Elle a une jolie technique et je m'incline. C'est peut-être ça aussi être père, c'est s'incliner par moment et prendre le recul. Je crois même à peu près tout le temps. Et pour finir, parce qu'on va boucler la boucle, Constance, elle est animée par l'équitation et c'est une jolie cavalière sur son cheval mais dans le plaisir de la relation au cheval, de l'équitation, de parfois une petite épreuve CSO, mais pas animée par la compétition en tant que telle. Okay. Voilà, donc on voit que c'est des profils un peu différents. D'accord. Si tu sais, souvent j'ai des jeunes pères et je leur pose la dernière question qui est si tu avais envie de dire un truc à tes filles dans 10 ans, qu'ils écoutent ce podcast quand ils sont un peu plus grands, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Mais est-ce que tu as envie de dire à tes filles un truc si elles écoutent ce podcast là maintenant? Bah, si elles écoutent le podcast, leur dire que je les aime. Ça, elles sont habituées à l'entendre, donc je leur dis souvent. Donc mais c'est un vrai je t'aime, quoi. Voilà. Et peut-être aussi associé de leur dire merci parce qu'elles m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui, en fait. On croit que je réussis, je deviens adulte et non, elles m'ont transformé et je pense qu'elles vont encore me transformer parce que ça nous challenge aussi dans leur parce que justement nous il y a des choses où on est peut-être plus connecté, puis d'autres moins parce que la société va vite, parce qu'il y a des outils et donc merci de nous faire grandir, de nous faire vivre des choses belles et simples. Voilà, quand on habite, moi j'habite sur les bords de Loire et en fait là la fin d'année était l'occasion c'est peut-être aussi ça, des messages à des jeunes pères qui arrivent, c'est de se dire mais c'est des choses simples, revenir à des choses simples avec les enfants, c'est pas tant
le bling bling ou ça, une marche avec des enfants, ça peut être d'une puissance absolue. C'est de leur passer du temps dans un environnement différent. C'est peut-être aller goûter ce qu'elle aime. Tu vois, moi, j'ai fait un truc avec mes filles. Ça me fait penser à ça. Donc je le partage. Quand elles ont eu 10 ans, je leur ai dit, qu'est-ce qu'il te ferait plaisir de vivre? Et elles choisissaient. Et chacune a choisi. Et donc c'était open bar. On n'est pas parti sur Mars, hein, mais choisis ce que tu veux vivre. Et voilà. Donc Clémence a choisi le désert, donc elle est venue. Ambre avait choisi, elle est fan de ski, elle est animée par ça. Donc on est partis tous les deux faire du ski. Et la troisième, du cheval. Moi je monte pas. On est parti à Brocéliande, au cœur de la forêt de Brocéliande, et on a fait une immersion. Donc tu vois, c'est ce petit rituel que j'avais mis en place avec Clémence, qui a été instauré pour chacune à l'âge des 10 ans. Choisis ce que tu veux vivre. J'en retiens en tout cas quelque chose. C'est un temps vécu, tu vois. C'est ça quand je dis la qualité de présence, c'est de peut-être d'ouvrir des espaces. Là, je parlais de la marche, mais voilà, c'est de tendre. Mais toi, t'as envie de vivre quoi. Et peut-être parce que faut aussi être quand même lucide. Là, encore une fois, je viens pas très souvent à Paris, mais je me retrouve dans une rame de métro où j'ai 100% des gens autour de moi et je suis un observateur. Je sais peut-être un peu trop, mais en tout cas, dans cette rame, on est 100% sur les écrans. Et que je pense que être connecté à soi, c'est se déconnecter. Bien sûr que j'ai de la technologie, bien sûr que ça m'apporte la capacité d'arriver à l'heure à notre rendez-vous et de te trouver, c'est fabuleux. Mais je crois qu'il faut garder des espaces sans connexion. Et ça, c'est peut-être ça, c'est notre intention de père, c'est d'arriver à accompagner qu'elles aillent ou qu'ils aillent, puisque garçons ou filles, à leur rencontre. Je veux dire, la plus belle chose dans la vie, c'est aller à la rencontre de l'autre, parce qu'en allant à la rencontre de l'autre, je vais aller à la rencontre de moi, et d'être en rencontre de soi. Donc aujourd'hui, il y a une telle offre et que les espaces-temps sont tellement remplis ou animés, ce qui fait que mentalement il y a plus de pause, c'est sans cesse. Et ben là, je crois que c'est un leurre, réellement. Et que il faut véritablement, si on veut que nos enfants soient solides, parce que justement des crises il y en a eu avant, hein, les temps sont durs, les temps sont difficiles. Saint Augustin, 355 avant Jésus-Christ. Alors là on sort de deux périodes particulières, je reviens pas dessus, mais il y en aura d'autres et il y en a eu avant. Et encore une fois, quand tu dis Saint Augustin, tu parles de quoi? Le Saint Augustin, je l'ai pas, j'ai pas la ref, je suis désolé. C'est un ecclésiastique. Oui. En fait, sa phrase, c'est les temps sont durs, les temps sont difficiles. C'est une de ses citations. Pardon, et ça va un peu plus loin. Je l'ai. C'est de lui. Ok. Et donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, en fait, en tant que père, à un moment donné, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux que mes enfants soient heureux. Donc, c'est pas c'est pas ce job, c'est pas cette étiquette là, c'est pas cette fonction là, c'est pas ça que tu feras pour moi qui fera. Non, je veux que tu sois heureuse. Donc fais ce que tu as à faire et sois heureuse. Maintenant notre chemin tu parles de jeune papa, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quand même à avoir un point de vigilance sur, encore une fois, un format de société qui propose un éloignement du soi. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur de se battre contre ça. T'as dû te battre, toi, contre les écrans, par exemple? C'est une vraie... Moi, ça a été une bagarre avec mes filles, mais contre, je crois, le reste de la société, en fait. Alors, je me méfie toujours de me battre ou de combattre, parce que quelque part, on est quand même... à partir du moment où tu vas te battre, et voilà, je peux avoir mon côté... Tu l'as vu dans un regard, je peux avoir mon côté guerrier, et je sais le connecter, celui-ci. Cependant, je pense que cette notion de battre, etc., à un moment donné, il faut poser les armes, parce que tu vas y laisser de l'énergie aussi. Donc on revient au cadre, par exemple, depuis leur naissance, il y a une règle d'or à la maison, pas d'écran à table. Et ça fait 21 ans que ça dure. Le cadre a été posé, il a été posé clair, et ça n'arrive pas. C'est tout. Donc terminé. Voilà. Parce que, oui, mais alors, par contre, je vais quand même aller plus loin, et je reviens sur c'est relié avec la trame de métro, c'est qu'à un moment donné, un enfant, en fait, je veux dire, on le sait tous aujourd'hui, c'est que
si tu fais un geste ou tu fais quelque chose, il va le reproduire. Donc évidemment, si tu interdis les écrans et qu'en permanence tu vas checker tes notifications, donc on a notre responsabilité là-dessus. Et donc c'est du mimétisme. L'apprentissage se fait par mimétisme aussi. Donc à un moment donné, c'est soi-même se repositionner. Bien sûr qu'on a des choses importantes et urgentes à faire, très très importantes, mais dans 150 ans, on s'en rappellera pas. Par contre, ce qu'elles auront vécu et ce qu'on aura nourri et ce qu'on aura semé en elles l'auront. Bon, écoute, j'ai envie d'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi pour ton accueil. C'était une jolie rencontre, vraiment non planifiée, dans l'ouverture du cœur. Et je souhaite, en fait, est-ce que ça peut être en tout cas, un mot, et je te laisserai le mot de fin, mais dire c'est une aventure formidable, et d'aller à la rencontre de cette aventure formidable, c'est de regarder par le cœur nos enfants, quoi. Ben écoute, rien à ajouter. Merci à toi. Merci, au revoir. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.